La vie, c'est un éternel, recommencement. La vie, faut choisir ce qu'on a envie de faire. Faut pas faire en fonction des autres, tout simplement et de faire ce qu'on a envie et de pas s'obliger à faire quelque chose parce qu'on a l'impression que c'est bien ou qu'on a l'impression que c'est normal. Faut aller là où on veut aller, tout simplement et pas avoir peur du regard des autres. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous. Aujourd'hui, je rencontre Titaina Baudin, porteur du projet Ogre la Fabrique, qui est une fabrique de vaisselle en porcelaine éco-responsable. Elle a choisi de quitter son emploi pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Elle va nous en parler. Bonjour, comment ça va ? Hello Cédric, ça va super, merci de me recevoir. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir d'avoir cet échange avec toi. J'ai hâte qu'on en découvre un peu plus. Est-ce que déjà tu peux te présenter ? Ouais. Alors, du coup, je m'appelle Titaina Baudin, j'ai 34 ans et j'ai lancé ma société il y a maintenant 1 an et demi qui s'appelle Ogre la Fabrique. Et Ogre la Fabrique, c'est une toute nouvelle ligne de vaisselle française, éco-responsable, durable et abordable. Et nous, chez Ogre la Fabrique, nous croyons que les manufactures porcelainières françaises méritent d'être remises au centre de nos vies. Donc, remettre au cœur de nos tables de la vaisselle française. Donc, on a lancé une gamme de vaisselle pour nos repas de fête, mais aussi pour nos repas du quotidien, pour mettre en valeur ce savoir-faire ancestral qui reflète notre nouvelle façon de bien manger et de bien vivre. Donc, Ogre la Fabrique propose une gamme de vaisselle accessible, fabriquée à Limoges. La porcelaine, on ne le sait pas forcément, mais c'est une matière noble, ultra saine pour l'humain, parce qu'en fait, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, éco-responsable, parce que nous ne produisons qu'à partir de matières 100% naturelles et françaises, et durable, parce qu'en fait, la porcelaine, c'est de la céramique qui dure le plus dans le temps. Donc, on a lancé une première collection il y a 1 an et demi. On a une forme octogonale vintage, créée à partir de vieux moules vintage, et une forme ronde. Et on vient de sortir de 2 nouvelles couleurs. Donc, maintenant, on a 5 nouvelles couleurs. Donc, du blanc, du ciel, du bleu ciel, du terracotta, du jaune et un vert jade. Donc, afin d'offrir des tables toujours plus uniques et intemporelles pour nos clients et faire de belles recettes dans nos assiettes, tout simplement. Bon, bah c'est tout un programme. En tout cas, ça s'est bien développé. Tu disais donc que vous faisiez ça à Limoges. Alors pourquoi Limoges ? Alors oui, Limoges c'est connu pour être effectivement source de la porcelaine, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres endroits où ça pourrait se faire. Oui, tout à fait. En France, on a plusieurs bastions de manufactures françaises. Limoges était un pôle. On a aussi la Bourgogne avec la faïence. On a aussi l'Est avec la faïence. On a aussi la Bretagne qui fait de la faïence. Et dans le sud de la France, on a pas mal de terre cuite et de grès, un peu plus. Donc, c'est toutes ces matières sont des céramiques en fait. Et la porcelaine fait partie de cette céramique-là. Après, on est parti sur de la porcelaine parce que la porcelaine est la céramique la plus résistante qui soit. C'est une céramique qui est émaillée à 1380 degrés. Donc, contrairement à d'autres céramiques, elle est beaucoup moins friable et elle s'ébrèche beaucoup moins rapidement. Et c'est une assiette en plus ultra légère et ultra fine. Donc, pour le quotidien et pour nos repas de fête, c'est des assiettes agréables au toucher et au visuel. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dedans aussi. D'accord. Ok. Et alors justement, tu dis, c'est pour ça qu'on est parti là-dedans. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, depuis toujours, j'avais envie de me lancer dans un projet qui avait du sens pour moi. Et en 2019, je suis partie en tour du monde. J'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde pendant 7 mois. Et pendant ce voyage, je me suis vraiment rendu compte que l'art de la table, le fait de recevoir, était ultra français et européen. On était encore un des rares pays où on prenait le temps de bien manger, bien vivre, de se réunir autour d'une belle table et de tout simplement de dresser une jolie table pour recevoir ses amis ou sa famille. Je me suis aussi rendu compte pendant ce voyage que même à l'autre bout du monde, on mangeait dans les mêmes assiettes d'un célèbre grand groupe de décoration. Donc quand j'ai vu qu'à Melbourne ou en Nouvelle-Zélande, mes amis que je rencontrais avaient les mêmes assiettes que moi à Paris, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème. Je me suis dit que la mondialisation et l'échange des cultures, c'était top, mais l'uniformisation et le fait qu'on mangeait tous dans les mêmes assiettes n'était pas normal.
Et en fait, et surtout par mes grands-parents, ma famille, je savais qu'on avait des belles manufactures en France. Je connaissais Limoges, je connaissais Gien, je connaissais un peu ce travail. Et quand je suis entrée en France, moi-même, j'ai voulu m'acheter de la vaisselle française, éco-responsable, durable, mais surtout accessible et à des prix pas à luxe. Et je me suis vite rendu compte en fait que ce marché n'existait plus sur le marché français, que 80% des manufactures françaises avaient fermé et qu'en France, si on voulait s'acheter de la belle vaisselle française, ben, on n'avait plus trop le choix. C'était soit du luxe du haut de gamme, soit on avait la chance d'avoir un service de sa grand-mère ou de sa maman, soit on achetait du seconde main chez Emmaüs ou en brocante. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans l'aventure et que j'ai voulu moi-même recréer de la vaisselle française, entrée de gamme, milieu de gamme, mais qui est quand même qui soit quand même de qualité supérieure, parce que c'est produit en France avec un savoir-faire ancestral, mais en faisant des assiettes plus ou moins simples, mais avec des moules vintage, donc pour pas réinvestir et pour pas justement que le coût prenne le dessus sur ces assiettes, et en voulant créer une gamme de vaisselle accessible un peu pour tous, même si on reste toujours plus cher que les grands groupes de décoration qui produisent à l'étranger. Mais voilà, on a voulu vraiment recréer une gamme accessible pour permettre au plus grand nombre de consommer local et de manger local dans des assiettes locales. Alors j'ai vu sur ton parcours que, ben, qu'avant de te lancer, tu avais une carrière, qui était, peut-être toute tracée, je sais pas, mais en tout cas, tu avais une carrière qui était peut-être plus confortable, où tu faisais, je crois, du contrôle de gestion, et puis à un moment, tu as décidé de lâcher ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché? Ça aurait pu être aussi un passe-temps à côté, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Bah, je crois que mon voyage a été un vrai déclic. Et surtout, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaise à 100%, qui ait du sens pour moi. Et le fait de mettre en avant les manufactures de porcelainières françaises, de, euh, de parler de nos ouvriers, de mettre en avant, enfin de se battre un peu pour eux, de les faire connaître ce savoir-faire, c'était un vrai sens pour moi, de montrer aux Français qu'en France, on avait encore de l'industrie, surtout porcelainière. Et en lançant Ogre la Fabrique, c'est vraiment devenu un combat, une mission pour nous, de remettre au centre de nos vies et de nos tables ces manufactures françaises. Je ne vous cache pas que le contrôle des gestions, c'est très intéressant, mais je m'épanouissais pas forcément. C'était pas un travail quand même très funky. Je gagnais certes bien ma vie, mais c'était pas quelque chose qui me comblait et j'avais envie de faire quelque chose dans lequel je me sente bien et dans lequel j'ai envie d'y aller et pas faire des horaires de bureau 9h20, 19h et de m'ennuyer tout simplement. On n'a qu'une vie, voilà. On n'a qu'une vie, effectivement. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui écoutent et qui, sont peut-être, déjà en poste, avec un premier poste et qui se posent la question de se lancer ou, voilà, hésitent. Ça s'est passé comment concrètement? Voilà, de partir du moment où tu as eu cette idée, tu étais en poste, quels ont été un peu les grands pas que tu as faits ou qui t'ont amené jusqu'à devenir entrepreneuse? Bah, j'ai eu la chance de pouvoir partir dans de bonnes conditions de ma société, donc déjà ça a aidé. Après, ça faisait quelques années déjà que je me posais des questions, que je voulais partir et où j'avais des freins pécuniers tout d'abord au départ. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que l'argent n'était pas un problème dans le sens où même si ça capote, euh, je pourrais toujours retrouver derrière un travail, que ce soit pour manger ou un travail alimentaire. Donc je me suis dit que c'était une fausse excuse, que si vraiment après on pouvait, enfin voilà. En fait, à un moment je me suis dit mais en fait c'est une fausse excuse. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose qui te plaît, vas-y à fond. Si ça marche pas, tant pis. Ça sera toujours une expérience que tu pourras revendre pour être employé autre part par la suite. Et je me suis dit que de toute manière une expertise entrepreneuriale c'était toujours positif. Quoi qu'il arrive, et que du coup, même si j'allais vers un échec ou pas, je pourrais revendre ça et trouver après des nouveaux métiers et vendre moi-même mon expertise pour aider d'autres gens à pas faire les mêmes erreurs. Oui, donc finalement, c'était un risque, mais un risque maîtrisé et c'est ce qui a fait que, voilà, tu t'es pas lancé en tête brûlée, mais en te disant que, voilà, si ça marchait pas, de toute façon, ça pouvait que t'apporter du plus, dans
dans ta carrière. Et alors une fois que tu t'es lancée, comment se sont passés tes 1 pas d'entrepreneuse? Tu es partie de l'idée donc de lancer cette fabrication. Maintenant, bah, j'imagine que faut chercher des partenaires, il faut, designer peut-être, voilà, comment ça s'est passé? Oui, bah, en septembre 2020, j'ai commencé à faire du démarchage plus ou moins, à contacter les manufactures qui existaient encore, à démarcher les marques potentiellement qui pourraient travailler avec moi. Et en octobre, j'ai pris ma voiture parce que j'avais pas forcément de réponse et je suis allée plus ou moins au culot aux portes des manufactures pour leur donner ma petite plaquette avec mon projet, ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, qu'est-ce que je voulais faire. Donc réintégrer une vaisselle accessible, entrée de gamme, milieu de gamme, qui soit autour entre 10 et 20 euros et l'assiette. Et à un moment, il y a une manufacture qui m'a répondu, qui m'a dit oui. On a fait notre premier rendez-vous. Il m'a dit bah moi je peux faire ce que vous voulez faire. J'avais pas envie d'investir dans des moules. Eux, le but c'était aussi d'utiliser l'existant et de pas produire pour produire. Donc on est allé fouiller les vieux moules qu'ils avaient, qu'ils n'utilisaient plus, et on y a trouvé un magnifique moule de forme octogonale qui avait cartonné dans les années 70-80. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a lancé la première production. Et après, ça allait assez vite. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai validé les coloris, donc j'avais fait une petite étude de marché, j'avais demandé à pas mal de gens de me donner leurs avis sur les goûts et les couleurs. Donc les couleurs, en fait, je ne le savais pas forcément, mais je me suis rendu compte que c'était vite un choix très, comment dire, chacun a son propre avis. Donc en fait, les couleurs, ça a été un choix assez difficile pour les couleurs parce qu'en fait, il y a des gens qui aimaient pas du tout, des gens qui adoraient, et c'était assez, voilà. Donc on est parti l'année dernière, enfin en décembre 2020, sur du blanc, du vert et du jaune. C'était notre première collection avec deux formes, le rond et l'octogonal. Et en fait, j'ai rencontré un manufacturier en octobre et début décembre, il me livrait la première production. On était en plein deuxième confinement, couvre-feu, etc. Mais on avait quand même droit de faire des ventes en physique, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré. Et voilà. Et après, bah, bouche à oreille, on se fait connaître. Au début, le premier mois, on a l'impression que c'est facile parce qu'on va dire que tout notre réseau, plus ou moins, nous achète. Et après, c'est la suite, la continuation qui est là, plus dure et plus longue. D'accord. Alors, tu as abordé plein de sujets qui m'intéressent, on va y revenir. Tu disais donc pour commencer, tu as fait une enquête un petit peu autour de toi, pour voir, ce qui pouvait plaire. Comment tu t'y es pris, très concrètement? Est-ce que tu as utilisé un outil? Est-ce que c'était un cercle proche, un cercle plus de personnes? Voilà, comment tu t'y es pris? Moi, j'ai réalisé un questionnaire, alors sûrement sur Google Sheet, où vraiment je demandais aux gens bah, où ils achetaient leur vaisselle, comment ils achetaient, est-ce qu'ils se posaient la question de la provenance, etc. Alors moi, j'ai lancé ce questionnaire, on était en octobre 2020, donc on était entre deux Covid. On va dire que le Made in France n'était pas encore revenu à fond, à fond. Et du coup, j'avais pas mal de questions assez disparates. Donc, c'était mon premier réseau, mon cercle professionnel d'avant. Et aussi, j'ai posté sur Facebook, sur des groupes leurs avis sur les couleurs, sur comment ils achetaient leur vaisselle. Donc, j'ai eu plus de 500 réponses. Donc, ça m'a vraiment aidé à m'aiguiller. Et c'est comme ça que je suis partie sur les couleurs. Et les couleurs, ouais, c'était le choix le plus difficile pour le coup, les couleurs. Ouais, j'imagine. J'imagine effectivement, comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. Tu disais, tu as posté dans des groupes Facebook, c'est des groupes Facebook, que tu connaissais ou c'était des groupes Facebook que tu as identifiés par intérêt avec ta cible, Non, c'est vraiment des groupes Facebook où on m'a ajouté au moment où je recherchais justement à avoir plein de gens dans mes réponses. C'est un groupe parisien, mais je sais même pas si c'est parisien, mais voilà, où en fait c'est un groupe d'entraide où il y a beaucoup de monde dedans. Et j'ai posté les questions et j'ai eu beaucoup de réponses par chance. Donc, voilà. Ça intéressait les gens, donc déjà
Bon signe, on va dire. C'est vrai que c'est un premier signe quand les gens effectivement, quand il y a beaucoup de réponses, c'est qu'il y a quelque chose. Après tu parlais de la justement, tu parlais de la logistique avec, ben, la première re commande, que tu as faite. Comment tu t'es organisé? Parce qu'il y a quand même une logistique à faire, alors, bon j'ai bien compris que tu t'es effectivement, tu t'es mis d'accord pour une première commande, vous avez réussi à trouver un moule, voilà, une fois que ça a été lancé, comment est-ce que tu as géré ça? Une fois que ça a été lancé, bah, ils nous ont livré. Peut-être aussi d'ailleurs quelle était la taille de la commande que tu as faite? Pourquoi? Voilà, c'est Il y avait, oui, bah, la première commande, j'avais 3000 assiettes, donc c'était le minimum pour un peu se lancer, euh, tout en ayant des prix accessibles. Donc 3 palettes pour clairement, 3 palettes qui sont arrivées dans le garage de mon grand-père, tout simplement. Donc au début c'était un peu ça, plus après une partie dans ma cave à moi à Boulogne, à Paris. Et de fil en aiguille, maintenant, j'ai la chance de travailler avec une ESAT, donc c'est des travailleurs handicapés qui gèrent pour moi tout mon stock et toute ma logistique, donc tous mes envois de colis et tous mes envois, toute ma gestion, tout simplement. Donc c'est à côté de Paris, c'est à Orly. Et je suis vraiment contente de travailler avec eux parce qu'en fait, ça permet de donner des emplois à des personnes en situation de handicap. Et je suis hyper contente. Donc parfois, il y a des petites erreurs, mais en fait, les gens savent sur mon site que je travaille avec une ESAT. Donc ils sont assez compréhensibles. Et puis surtout, ils me font des super paquets, des super colis. Et je suis vraiment ravie de bosser avec eux. Donc ça, c'est depuis juillet. tu parlais non, peut-être sur la logistique, tu t'es formé du coup toi-même? Ou est-ce que, voilà, est-ce que tu as trouvé des personnes pour t'aider à, bah, à te former justement sur cette discipline-là qui j'imagine était, bien que dans le contrôle de gestion, enfin, en tout cas, c'est pas le cœur du contrôle de gestion, la logistique. On va dire des amis qui travaillent dans la logistique pour un peu m'aider, pour me conseiller. Mais après, les logisticiens sont vite très chers. Et moi, comme j'étais petite au début, j'ai vraiment cherché à économiser les coûts pour vendre toujours nos assiettes au prix le plus juste. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une ESAT. Et puis je voulais donner une deuxième casquette à Ogre la Fabrique. En plus d'aider les manufactures et de les mettre en avant, je voulais aussi donner du travail à des personnes qui en ont besoin et qui recherchent toujours plus. Donc j'ai eu la chance de trouver cette ESAT et sûrement par des personnes qui m'ont conseillé tout simplement en disant tu devrais regarder par là parce qu'en fait ils recherchent toujours plus de travail et ils ont de la demande. Donc voilà comment je suis partie là-dedans. Tu as parlé de ton projet autour de toi en regardant un peu ce qu'il en sortait, quoi. Tu as secoué l'arbre pour voir ce qui tombait. Hem, OK. Tout à l'heure, tu parlais du bouche à oreille pour te faire connaître. Heu, Aujourd'hui, donc tu fais de la vente, B2C, il me semble. Enfin, je te laisse me confirmer, mais il me semble que tu fais de la vente, B2C ou principalement B2C. Comment tu t'es fait connaître? Ou comment tu te fais connaître encore aujourd'hui? Alors, depuis un an, on a un site e-commerce où on vend en direct. On se fait connaître principalement sur Facebook, Instagram. On communique beaucoup. On met vraiment en avant la manufacture, le savoir-faire de nos ouvriers, donc la manière dont on produit une assiette de A à Z, pour expliquer aux gens qu'en fait une assiette ça demande de cuisson, beaucoup de manipulation et que l'humain est obligatoire, donc même si c'est manufacturé plus ou moins. Donc c'est principalement par là qu'on communique. Après, depuis peu, on commence à avoir des revendeurs en direct. Donc on est actuellement en exclusivité au Bon Marché. On est revendu à Marseille maintenant dans une grande maison aussi de décoration. Donc on commence le B2B2C petit à petit, parce qu'en fait c'est notre nouvelle stratégie commerciale pour 2022 et on commence à s'étendre un peu partout en France. Donc on est toujours preneur de nouveaux revendeurs et surtout aussi on vend aussi aux restaurateurs, aux restaurateurs qui veulent avoir des assiettes locales, éco-responsables et surtout être cohérents avec leur cuisine. Parce qu'en fait, beaucoup maintenant cuisinent local, bio, sauf que souvent ils produisent des recettes dans des assiettes pas forcément françaises, plus ou moins étrangères, voire européennes. Donc européennes, c'est déjà bien, mais voilà. Donc en fait, on cible aussi ces restaurateurs-là. D'accord. Donc du coup,
tes clients, tu disais que tu étais parti un peu sur le B2 enfin, tu partant du B2C, ensuite sur le B2B2C. Là, tu as des clients restaurateurs, donc tu es sur du B2B. Sur le B2C, quel est ton client type? Alors, bah, pour le moment, on est assez jeune pour, enfin, on est même, j'ai pas, en fait, on a pas mal de personas, mais j'ai l'impression que les personas collent pas forcément avec ceux qui achètent. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retravaille. Après, notre cible, c'était quand même des jeunes urbains entre 25, 45 ans, donc jeunes plus ou moins jeunes. Souvent des femmes quand même qui aiment la porcelaine, qui aiment la décoration, qui surtout aiment consommer localement, autrement, plus responsable. Nous, on a vraiment un credo, c'est consommer moins pour consommer mieux. Donc, acheter peut-être moins, mais des choses plus durables qu'on garde dans le temps. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont une sensibilité à l'environnement, à la façon dont on consomme. Nous, on est vraiment contre la surconsommation. Donc, pour le moment, nos productions sont encore des petites productions. Mais on espère amener toujours plus de travail à la manufacture parce qu'aussi le but c'est de les faire travailler, de mettre en avant leur expertise et ce savoir-faire et leur donner plus de travail parce qu'en fait, pour la petite histoire, les manufactures avec qui on travaille, dans les années 90-2000, il y avait plus de 600 salariés. Et là, actuellement, sur les 2 sites de production, il y a à peine 70 ouvriers. Ils produisent à peine 30% de ce qu'ils produisaient dans le passé. Et tous les ouvriers avec qui je travaille, ils sont hyper mélancoliques parce qu'eux, ils ont connu les grandes heures de la porcelaine, les grandes heures où ils travaillaient, ils faisaient les 3-8 dans la manufacture. Ils avaient 8 à 10 collègues autour d'eux. Ils n'avaient jamais froid dans la manufacture parce que les fours tournaient à plein régime. Or, actuellement, bah, par exemple, un four tunnel n'est allumé qu'une fois par semaine. Ils font plus de four couleur une fois par mois. Et là, actuellement, ils en font que pour moi presque. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on met ça en avant, c'est pour montrer qu'en France, enfin, pour responsabiliser en fait nos clients en disant, ben voilà, en France, on a encore ce savoir-faire, faut le pérenniser. Et le problème qu'on va avoir, c'est qu'en fait, dans moins de 10 ans, tous nos ouvriers vont partir à la retraite. Donc le but, c'est aussi de donner envie à des jeunes de revenir travailler dans la porcelaine parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses ultra intéressantes. Ça demande vraiment une expertise, une dextérité. Et c'est pas des simples assiettes, c'est pas des simples produits. C'est vraiment quelque chose qu'on réalise en France depuis le XVIIIe siècle et qu'il faut tout simplement valoriser pour recréer en fait de l'entrain, de l'engouement et réembaucher dans ces régions. D'accord. Hem, Tu disais juste avant, enfin dans les autres cibles, hein, tu parlais tout à l'heure du bon marché. J'imagine que le bon marché, c'est une super opportunité pour toi, de positionnement et de vente. Comment ça s'est passé, justement pour avoir cette opportunité d'être au bon marché? Bah, c'est un peu de la chance ou du culot, je sais pas trop, mais tout simplement par Instagram. En fait, tout le monde me demande, mais en fait, voilà, j'ai envoyé un message au bon marché sur Instagram, j'ai présenté mes produits, ils m'ont donné le mail de l'acheteuse et de fil en aiguille, j'ai discuté avec l'acheteuse, on s'est eu au téléphone et voilà, je suis arrivée au bon marché. Donc tout le monde me demande, tout le monde me dit: «Waouh, c'est dingue ce que tu as fait et tout» et moi je suis là: «Bah, j'ai pas fait grand-chose». Donc c'est top et c'est une super vitrine pour nous. Ça nous permet de nous faire connaître, de montrer nos produits. Et on n'a que des retours positifs. Les vendeurs du Bon Marché sont ultra contents parce que eux, ils connaissent l'art de la table depuis toujours. Et dans l'art de la table français, il n'y avait rien de nouveau depuis près de 40 ans, même depuis 2 siècles, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, les grandes maisons porcelainières sont toujours là depuis 2 siècles. Et donc, ils sont hyper contents. Ça donne un nouveau regard sur la porcelaine, un œil un peu plus neuf et un peu plus frais. Et donc, ils sont hyper contents et on allait les former, on allait leur expliquer le travail de nos ouvriers, de nos porcelainiers. Donc, on est super contents. D'accord, donc il y avait un vrai intérêt, aussi vraiment pour ce que tu faisais, la chaîne de valeur de ce que tu faisais de la part du bon marché. C'est ça qui a et le culot.
comme tu disais, c'est le culot finalement, qui paye, mais ce qui se dit souvent dans l'entrepreneuriat au final. C'est ceux qui osent, souvent qui arrivent. Et puis la dernière cible, c'était les restaurateurs. Alors les restaurateurs, j'imagine que c'est des cibles un peu différentes. Comment tu démarré avec cette cible? Est-ce que c'est toi qui allais vers eux ou est-ce que c'est une opportunité qui est venue vers toi? Alors, pareil, encore une fois, j'ai un ami d'amis qui est chef, qui fait partie d'une association qui s'appelle Eurotoc. Et en fait, j'ai vite intégré cette association parce qu'ils m'ont vite mis en avant. Et j'ai pu envoyer, on va dire, faire des mails à des chefs restaurateurs. Mon premier chef restaurateur qui m'a acheté de la vaisselle a été un chef étoilé de Lyon, un grand chef de Lyon qui s'appelle le chef Christian Tadedois. Donc, qui a mes assiettes depuis la réouverture des restaurants, du coup, parce qu'en fait, il me les a achetés en avril 2021. Et je crois que les restaurants étaient encore fermés. Donc, ça a été mon premier gros client. Après, on travaille aussi avec le chef Olivier Chaput, qui est un chef qui, lui, a une association qui met en avant les enfants et qui met surtout en avant l'éducation des enfants par la cuisine. Donc, avec qui on travaille, qui met aussi en avant nos assiettes. Et là, on est en train de démarcher de plus en plus de restaurateurs. On essaye d'en avoir plus pour faire parler de notre marque et mettre en avant surtout la porcelaine de Limoges et française, tout simplement. Là, on vient d'évoquer les quelques coups à succès que tu as fait, qui te permettent de te déployer. J'imagine que tu as peut-être eu d'autres essais qui ont peut-être été un peu plus infructueux, pardon, avec des typologies de clients. Est-ce que tu as des choses là-dessus à partager? Oui, alors j'ai essayé de faire avec le Covid le retour à des salons, des ventes. Donc il y a parfois en fait vendre de la vaisselle au milieu de salons, de foires, de créateurs est un peu difficile. Donc j'ai eu pas mal d'échecs là-dessus. Je me suis vraiment rendu compte que aussi, en fait, on achète de la vaisselle à un temps donné et surtout dans un lieu où on sait qu'on va trouver de la vaisselle tout simplement. Donc là, ça a été aussi une remise en question un peu. J'ai dû aussi revoir tous mes prix en 2022 avec l'augmentation des coûts, des matières premières, etc. Le Covid a aussi revu ça. Donc j'ai dû aussi un peu revoir toute ma stratégie de vente dernièrement, même si je savais que je devais le faire, mais je le repoussais le plus possible parce qu'on n'a pas forcément envie d'augmenter les prix quand on veut faire quelque chose d'accessible et d'abordable. Donc ça, c'est quelque chose c'était début 2022, donc ça m'a donné un petit coup, mais en même temps, voilà, faut repartir sur de bonnes bases. Donc ça, c'était un peu difficile. Et après, bah, se faire connaître, c'est un peu long dans le temps. J'ai eu au lancement de la société, j'ai eu on va dire une grosse vague de 3 mois, et après c'est retombé. Et surtout, j'ai fait aussi un crowdfunding en juin 2021 qui a été un peu un échec. C'était assez dur parce qu'en fait, j'étais pas assez préparée. Je l'avais un peu fait vite et j'étais pas du tout préparée. Donc j'ai réussi à avoir les fonds pour lancer les nouvelles couleurs, etc. Mais si c'était à refaire, je le referais d'une manière complètement différente et d'une manière et surtout avec les épaules. J'étais toute seule à l'époque. Maintenant, j'ai une apprentie qui m'aide beaucoup sur le digital et sans qui je pourrais pas faire ce que je fais actuellement. Donc, donc voilà. D'accord, tu te lancerais avec oui, avec à 2 personnes, plutôt qu'une pour une campagne comme ça. Heu, On se rend pas compte en fait du travail, du marketing digital en amont de tout ce qu'on peut faire. Justement, tu viens de dire que tu t'es lancée, toute seule. Est-ce que c'était un choix de te lancer toute seule? Ou est-ce que c'était, parce que tu as pas forcément trouvé, un associé qui te convenait ou une personne qui te convenait, au moment de te lancer? Alors au début, en fait, je cherchais une associée. J'avais envie de pas être seule justement, mais ça s'est pas fait. Du coup, je suis partie seule là-dedans. J'ai juste mis ma sœur en tant qu'associée, sûrement en tant que bras droit ou épaule sur qui me reposer au cas où, même si elle est vraiment minoritaire. Mais voilà, j'ai ma famille qui est derrière moi, mes amis, on me soutient, donc c'est important. Donc on va dire que je suis jamais seule. Euh, et pareil, j'ai des bureaux Neilab là où je travaille. On trouve et puis en France, comme je te le disais, on est vraiment aidé en tant qu'entrepreneur. On a des aides un peu partout. Donc
si on a besoin de poser une question, on peut facilement trouver quelqu'un à qui demander. Donc entre la CCI, entre les incubateurs, entre les aides de l'État. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis seule sans être vraiment seule, je dirais. Est-ce que tu as quelques exemples peut-être concrets d'aides que tu as pu obtenir ou d'aide, ça peut être financière ou ça peut être de conseils, voilà, que tu as pu obtenir dans ton projet qui t'ont aidé à avancer? Alors au tout début du lancement, j'ai été suivie par la CCI pour le programme avec le programme Entrepreneur Leader qui vraiment aide les gens à se lancer, à, à savoir comment commencer tout simplement et surtout à nous guider vers l'endroit où il faut aller. Pôle emploi aussi mettait en place des formations ADI avec l'ADI que j'ai suivi au début, mais après j'étais vite au-dessus vu que mon projet était déjà bien abouti. Et après, j'ai eu la chance de gagner un concours avec la Banque Populaire et Paris Entreprise Initiative aussi m'ont permis de lever 20 000 euros à taux zéro. Donc, il m'a permis un peu financièrement de lancer ça sans débourser trop d'argent de mon côté. Euh, et puis, depuis peu, j'ai intégré un incubateur avec Creatis et le programme Source, qui met en avant la culture française, et un programme entrepreneur de Orange, de femmes entrepreneurs de Orange, qui aussi m'épaule et m'aide dans le développement commercial de Ogre pour la deuxième année. Donc, c'est vraiment... là, maintenant, on est plus sur une partie organisation, bien s'organiser et surtout savoir où on va. Oui, donc c'est là qu'on voit que tu jamais vraiment été seul, effectivement. Tu toujours été bien entouré, avec, toutes ces structures qu'on a la chance d'avoir en France. Ah ouais, ouais, c'est vraiment ça un point sur lequel j'ai envie de le dire parce qu'en fait en France on a une chance incroyable, c'est qu'en fait même si on est seul, on a des aides un peu partout. Après il faut savoir les trouver, ce qui est pas forcément facile, mais dans toutes les régions, la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, et eux ils peuvent nous aider. On a aussi la BPI, la Banque d'investissement en France, qui vraiment peut nous renseigner, on peut trouver des contacts. Et vraiment pour ça, la chance, on a eu des aides financières pour le déploiement de notre site internet, pour aussi la digitalisation de notre société en mettant en place un CRM et pour digitaliser les factures. Donc vraiment, là-dessus, on est vraiment aidé en France. Et puis avec Tout ça, c'est la BPI, la CCI, c'est ça que tu citais ou il y a d'autres acteurs aussi, Oui, et puis après, il y a aussi un jeune, une solution qui a permis, moi, de recruter rapidement une apprentie en marketing digital, donc qui aide aussi les entrepreneurs à investir et à croire dans la jeunesse. Et moi, je suis vraiment ravie d'avoir ma petite alternante avec moi, qui a 21 ans, qui est vraiment toute jeune et qui m'aide beaucoup parce qu'en fait, elle s'y connaît beaucoup là-dedans. Elle est née vraiment on va dire, avec Internet dans les mains. Et donc, c'est vraiment, ça a été une chance pour moi et beaucoup plus facilement pour moi enfin, beaucoup moins cher pour moi de la recruter. D'accord, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Yasmine. Yasmine. Et donc Yasmine, elle intervient sur quel périmètre? Alors, Yasmine, elle met sur tout le périmètre qui est Instagram, Facebook, newsletter, rédaction d'articles, mise en place d'une bonne pratique SEO sur mon site internet. Et là, actuellement, elle me déploie sur YouTube, sur TikTok pour les vidéos, parce qu'il paraît que c'est là où il faut aller. Donc voilà. Oh bah, super, elle a bah, un sacré boulot. Bon, c'est Ouais, ouais, elles sont nulles. super. Est-ce qu'il y a des ressources que tu as pu consulter, qui t'ont aidé, ou que tu consultes régulièrement sur Internet, qui peuvent être des blogs, des livres, des médias, des vidéos que tu aimerais partager? Alors, en fait, comme j'ai des bureaux avec pas mal d'entreprises, de petites startups, en fait, moi, c'est souvent vers des entrepreneurs qui ont le même profil que moi ou qui montent tout simplement une société vers qui je me retourne, vers qui on a une question, on échange pas mal notre contact, nos réseaux. D'ailleurs, c'est grâce à elle, grâce à Binikit, mes copines de Binikit, que j'ai pu intégrer le programme Femmes entrepreneuses de Orange, parce que c'est elles qui m'ont dit, va suivre ce programme, c'est hyper intéressant, ils ont plein de contacts, plein de réseaux, et ça peut vraiment t'aider à grandir.
Donc on va dire que c'est plutôt le milieu entrepreneurial dans lequel je baigne, vers qui je peux me retourner assez rapidement. Donc c'est le conseil que je donnerais à toute personne qui a envie de se lancer, c'est de, même si elle est seule, d'essayer de s'entourer d'un microcosme entrepreneurial autour d'elle, d'avoir des bureaux euh, avec d'autres entrepreneurs ou d'échanger surtout avec des personnes qui font à peu près la même chose que nous, parce qu'en fait ça nous aide et ça nous permet de pas se tromper, et quand on se trompe de corriger le tir avec d'autres entrepreneurs, tout simplement. Ok. Alors, l'Ogre la Fabrique, dans quelques années, pour toi, ça devient quoi? Et c'est quoi tes grands projets aujourd'hui? Alors, bah, Ogre la Fabrique, j'espère que ça sera un acteur incontournable dans l'art de la table, entrée de gamme, milieu de gamme, l'accessible, que tout le monde pourra avoir un peu chez soi, de la vaisselle en porcelaine française, tout simplement, pas forcément Ogre, mais au moins que tout le monde puisse avoir ça chez soi. Là, on va développer des petits mugs, des petites tasses à café, voilà, et on espère développer aussi des nouvelles assiettes à partir d'un autre moule vintage. Donc pareil, encore des anciens moules euh, pour la suite, et grandir toujours plus, et faire en sorte de pérenniser la manufacture, de faire en sorte qu'elle ne ferme jamais, parce que c'est aussi des manufactures qui ont fait faillite 4 fois en 40 ans ou en 30 ans. Donc voilà, de pérenniser tout ça et de faire en sorte que l'industrie porcelainière reste en France et grandisse à nouveau et ne périclite plus comme elles ont pu le faire. Une sacrée responsabilité, mais effectivement, heureusement il y a des entrepreneurs, entrepreneuses comme toi pour ça. On arrive bientôt à la fin de notre échange. J'ai 5 petites questions courtes pour terminer. La première, c'est qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure? Moi, ça a été la rencontre avec la manufacture, les ouvriers, l'échange que j'ai pu avoir avec eux, leur ressenti sur leur travail, leur expertise. Me dire quand je discutais avec eux et qu'ils me racontaient que dès qu'ils voyaient une assiette, ils la retournaient. Et quand ils se rendaient compte que c'était eux qui l'avaient créée, ils étaient hyper fiers. Et ça, c'est vraiment les plus beaux échanges que j'ai eus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut absolument valoriser ces personnes-là qui souvent sont peu valorisées parce qu'en fait on les considère comme des ouvriers, mais en fait pas du tout. C'est des experts dans la porcelaine. Ils ont un vrai toucher, une vraie sensation que nous on n'a pas du tout. Moi-même j'ai pu émailler des assiettes avec eux, et je vous cache pas que j'ai abîmé 2, 3 assiettes. Donc donc c'est vraiment l'échange avec eux qui m'a plu le plus et qui m'a donné envie de valoriser ça, et de faire en sorte qu'en France, on garde ces métiers et ces savoir-faire, tout simplement. Quelle a été ta plus grosse galère? Ma plus grosse galère, ma plus grosse galère, c'est quand même, je vends des assiettes, ça peut être assez lourd quand j'en transporte 2, 3. Euh, donc mes galères, c'est les cases d'assiettes qu'on peut avoir dans les transports, les cases d'assiettes que peuvent avoir mes clients dans les transports, parce qu'en fait la logistique, la poste, les envois de colis, bah, souvent c'est de la casse. Donc ça, c'est mon point noir, mais j'en ai de moins en moins, donc je suis contente. Mais je déteste vraiment casser des assiettes, même si le fait de casser des assiettes, ça fait on en vend après par ailleurs, mais voilà. C'est vraiment, j'aime pas du tout ça. Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise? Bah, de quitter mon travail. Parce que maintenant, même si je crois que je travaille tout le temps, mais je travaille pour moi-même, je travaille pour quelque chose qui me plaît, pour une mission qui est de mettre en avant les manufactures. Et du coup, j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Et puis, je suis ultra libre, je suis ultra flexible. Donc après, le but, c'est d'en vivre d'ici quelques mois, et de pouvoir être encore plus sereine pour la suite. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne referais pas? Bah, du coup, je referai pas ce crowdfunding là que j'ai lancé un peu à la va-vite. Je me préparais beaucoup plus et je travaillerai plus là-dessus. Et surtout ne pas faire ça seule, parce que j'étais un peu seule, et c'était une mauvaise idée. Et j'arrive à la dernière question. Si tu pouvais te rencontrer, toi, à 20 ans, quel conseil tu te donnerais?
Je dirais de ne pas faire comme on a l'impression qu'on doit faire, en fait. De pas suivre, on va dire, un schéma dont on a l'impression que c'est le schéma classique. En fait, la vie, c'est un éternel recommencement. Euh, la vie, faut choisir ce qu'on a envie de faire. Faut pas faire en fonction des autres, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et de faire ce qu'on a envie, tout simplement, au fond de soi. Et de pas s'obliger à faire quelque chose parce qu'on a l'impression que c'est bien ou qu'on a l'impression que c'est normal. Faut faire là, faut aller là où on veut aller, tout simplement, et pas avoir peur du regard des autres. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Titeina, pour cet échange où on a pu aborder plein de choses, l'entrepreneuriat, le Made in France éco-responsable, les aides françaises, les coûts dans les partenariats où des fois il suffit d'oser pour que ça marche, où il faut au moins provoquer sa chance. Voilà, et on a vu plein d'autres choses. C'était vraiment super intéressant. J'ai été ravi de cet échange. Je te souhaite une super continuation. Et je suis persuadé qu'on entendra parler de toi dans plein d'endroits très prochainement. Écoute, merci beaucoup à toi et merci à toi d'avoir offert cette visibilité à Ogre la Fabrique, mais aussi à la manufacture et à nos ouvriers de porcelaine. Ça marche, merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sauce Projet. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!